Bonjour et bienvenue sur le podcast Alliage Écoute du ministère de l'Alliance et de l'Intégration, Nathanaël, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, toujours là pour vous servir et rendre ce podcast des plus intéressants. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on abordera dans ce podcast plein de sujets tels que l'armée, l'emploi, les études, etc. Bref, tout ce qui touche aux Olim, et ce avec des invités fort intéressants. Si vous songez en tout cas à entamer des études en Israël ou à apprendre l'hébreu, cet épisode est pour vous. Alors on reçoit à nouveau sur notre plateau, avec le plus grand plaisir, Nadine, qui vient cette fois-ci nous parler des Ulpanim. Oui. Ulpanim. Je suis ravie de revenir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc si je traduis, voilà, c'est un endroit où on apprend l'hébreu, c'est ça? Exactement, c'est un lieu d'apprentissage de l'hébreu. D'accord. Et voilà, je vais prendre encore l'exemple de ce fameux Yoni, voilà, qui vient en Israël. Voilà, concrètement, comment ça se passe pour lui, l'Ulpan, comment ça se passe un Ulpan? Quand en fait on est nouvel immigrant en Israël, on peut bénéficier de faire un Ulpan. La prise en charge en fait de l'Ulpan est prise intégralement par le ministère de l'Alia. Maintenant, comment ça fonctionne? Yoni, quand il arrive en Israël, il doit contacter le ministère de l'Alia afin de recevoir un bon pour pouvoir faire un Ulpan gratuit qui est pris en charge par le ministère. Ce bon, il équivaut à 500 heures d'études. Ce qui est énorme. Oui, ce qui représente à peu près 5 mois à peu près d'études. D'accord. 5 mois d'études. Et en effet, il peut donc apprendre l'hébreu. Et quand généralement, il finit son Ulpan après les 500 heures, à peu près 5 mois d'études, généralement, il a un petit niveau pour pouvoir parler en Israël. C'est-à-dire qu'il peut se débrouiller, quoi. Enfin, je veux dire, il peut faire ses courses, il peut se débrouiller dans la rue. Est-ce qu'il peut même travailler ou pas? Alors, ça dépend des gens, parce qu'en fait, ça dépend de l'investissement qu'on va émettre à l'Ulpan. Si on travaille énormément, évidemment, le résultat, il va se voir à la fin de l'Ulpan. Si on travaille un peu moins, je pense qu'il y aura quand même un résultat. Mais ça dépend, c'est très personnel. Mais généralement, il faut savoir qu'en Israël, les Ulpan ont des méthodes de travail qui sont quand même reconnues. On intègre beaucoup quand même de nouveaux immigrants par année. Et en effet, on voit qu'après avoir étudié 5 mois d'Ulpan, généralement, on ressort avec un petit niveau d'hébreu qui, oui, te permet de te débrouiller en Israël. Donc après, chacun son niveau, chacun combien il a investi dans l'Ulpan pour pouvoir en bénéficier beaucoup à la fin de l'Ulpan ou un peu moins. C'est personnel. Bien sûr, ça dépend de l'investissement de la personne. Ouais. Mais moi-même, pour en avoir fait un, j'ai moi-même fait un Ulpan en arrivant en Israël. C'est vrai qu'en 5 mois, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire si on s'investit un minimum, les profs sont très compétents, etc. Et non, franchement, c'est... Tu as fait un Ulpan tous les jours? Généralement, les Ulpans sont tous les jours. C'est ça. Alors justement, si vous pouvez aborder... C'est un Ulpan comme ça que tu as fait? Oui. Donc c'est un Ulpan intensif. C'est ça. Donc si d'ailleurs vous pouvez aborder un petit peu la formule, voilà comment ça se passe. Voilà. Donc pour ce Yoni, quel est son quotidien dans un Ulpan? Une fois qu'il a... On est toujours encore avec Yoni. Voilà, avec Yoni. Une fois que Yoni a récupéré donc son bon, il se présente à l'Ulpan et il s'inscrit avec le bon. Et à ce moment-là, il reçoit il reçoit les informations, quand ça commence, et les horaires, etc. Généralement, il y a 2 possibilités. Il y a l'Ulpan du matin, qui généralement, je ne connais pas exactement les horaires, mais c'est de 8h30 à midi, quelque chose comme ça. Voilà, c'est 4-5 heures exactement, par jour. 4-5 heures par jour. Tous les jours, ou il y a l'option du soir. Pour les gens qui travaillent dans la journée, ils peuvent aussi aller étudier en soirée. Le nombre d'heures reste le même, à savoir 500 heures. Le bon reste le même. Simplement, c'est la modalité d'étude. C'est un système malléable. Voilà, comme ça match avec tout le monde. Exactement. Et alors, comment ça se passe pendant ces 5 heures? Qu'est-ce qu'il fait, Yoni? Il apprend l'hébreu. Mais moi, je voudrais quand même parler du fait que Yoni, en dehors du fait qu'il va apprendre l'hébreu, qui est quand même le but de l'Ulpan, il faut savoir que quand même, l'Ulpan aussi, c'est un passage quand en fait on fait l'Alia, qui est un passage aussi, d'expérience du vécu, en fait, de ce passage-là, en fait, quand on arrive en Israël, on fait son Ulpan, on rencontre dans cet Ulpan des gens qui vont être dans la même situation que Yoni, il va rencontrer d'autres Yoni, et ils vont vivre, en fait, ils vont s'attacher, ils vont créer des liens, ils vont partager des choses, et généralement, souvent, en fait, les gens, même plusieurs années quand ils sont en Israël, ils ont
souvent gardé contact avec les gens qui étaient à l'Ulpan parce que c'est retourner à l'école, ensemble. C'est vraiment une expérience qui est au-delà d'apprendre l'hébreu. Je pense que c'est aussi un souvenir des premières étapes de l'Alia que je pense que tu as gardé comme un bon souvenir. Je confirme parce que, d'ailleurs, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais on ne fait pas l'Alia qu'avec des gens qui parlent la même langue que nous de base. Si Yoni, par exemple, s'il est francophone, il ne sera pas qu'avec des francophones. Non. Moi, je vais te retrouver avec des Sud-Américains, des Américains, vraiment des gens de tous bords. Et donc, c'est vrai que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est vrai que c'est une expérience personnelle extrêmement enrichissante également. Ça ne s'arrête pas qu'à l'apprentissage de l'hébreu. Exactement. Mais effectivement, le bagage est conséquent en hébreu. C'est-à-dire que comme vous le disiez, c'est-à-dire ils sortent de ça, ils peuvent concrètement se débrouiller dans la vie en Israël. Exactement. Les méthodes sont quand même reconnues et travaillées. Et d'ailleurs, on parlait de Yoni, mais on a donc l'Ulpan qui est adapté aussi pour les familles, aussi pour les seniors, les personnes qui sont déjà à la retraite. Il y a aussi les retraités peuvent aussi se joindre à l'Ulpan. Alors, pour eux, on a un système, en fait, qui est plus adapté, à savoir, c'est un Ulpan senior. C'est la même chose, ils bénéficient de 500 heures, mais au mieux que ça soit tous les jours, parce que c'est vraiment intensif, ils ont, en fait, quelques fois par semaine l'Ulpan, généralement en plus l'après-midi. Et je dois dire que moi, dans la ville où je travaille, l'Ulpan pour les seniors est un véritable succès parce qu'il faut dire que quand on est retraité, qu'on arrive en Israël, il faut quand même avoir une certaine force parce que c'est pas évident de quitter le pays d'où on vient après qu'on a vécu toute une vie. Et quand justement on se retrouve à l'Ulpan, on se retrouve avec des gens qui sont aussi retraités. Et de nouveau, comme toi, tu as vécu cette même expérience-là, eux, ils la vivent. Donc en fait, les seniors se retrouvent donc dans l'Ulpan, ils se font également des amis. En fait, oui, en effet, l'expérience le retour que j'ai en fait des nouveaux immigrants qui sont seniors adorent aller à l'Ulpan. Ah bah, voilà. Parfait. Comme quoi, tout le monde y trouve son compte. Exactement. Et oui, donc c'est bien plus, de ce que vous venez de dire, c'est bien plus une expérience, qu'une simple expérience, entre guillemets, voilà, je retourne à l'école, etc. C'est vraiment une expérience sociale assez exceptionnelle. En fait, c'est pas forcément une contrainte de venir en Israël apprendre l'hébreu. Et de ce que je comprends, de ce que vous dites, au final, les gens y arrivent. Oui. Donc, oui. Ça dépend de la volonté de chacun. Voilà. Combien on met la force dedans, mais on peut y arriver. Si on veut, on peut y arriver. Est-ce que vous soulignez une certaine importance pour un olé? Est-ce que c'est un passage limite obligatoire pour lui de faire un ulpan? Oui, c'est très important. L'ulpan, c'est un passage très important dans l'Alia. C'est un passage d'intégration parce que vraiment, comme tu l'as dit, Nathanaël, même toi, quand tu es arrivé à l'Ulpan, tu es ressorti avec un niveau. Ça vraiment, c'est un outil indispensable pour pouvoir trouver en fait une indépendance dans le pays rapidement en fait. Et même pour pouvoir travailler, ceux qui doivent travailler, pas travailler, mais même par exemple les retraités, ils sont très contents que quand ils ont appris un petit vocabulaire, quand ils vont au supermarché, ils arrivent à se débrouiller, à parler avec la caissière. Ça donne quand même je pense que l'Ulpan, oui, c'est un passage qu'il ne faut surtout pas sauter. Souvent, les gens sont très pressés en fait de vouloir travailler, d'arriver et d'être actifs directement en Israël, ce que je peux comprendre et qui est souvent obligatoire de devoir travailler. Mais si, évidemment, on a possibilité de faire l'Ulpan, alors vraiment ne pas sauter cette étape-là. Ça paraît 5 mois de perdu, mais pas du tout. C'est 5 mois où on apprend l'hébreu, 5 mois, comme on a dit, où on s'enrichit personnellement, on apprend à connaître les gens, on apprend même à vivre, on partage des expériences partagées avec des nouvelles immigrants. Donc, ne pas louper, si les gens peuvent, ne pas louper le passage de l'Ulpan, évidemment. Et puis, de toute façon, vous parliez du fait de travailler, je veux dire, on peut le faire aussi en parallèle de l'Ulpan, puisque comme vous disiez, voilà, c'est ou le matin ou le soir, mais c'est que 4 heures par jour à peu près. Ouais. Donc voilà, ouais. C'est du 8 midi, on peut très bien bosser l'après-midi, etc. Ouais. C'est possible aussi de le faire le soir, c'est juste. Et en des plus, fois, les soir, gens ont des contraintes, donc des fois, c'est pas évident parce qu'ils doivent tout de suite commencer à travailler dès qu'ils arrivent en Israël. Mais aussi, il faut pas l'oublier que pendant la période de l'Ulpan, normalement, les nouvelles immigrants touchent une aide financière qui est le panier d'intégration. On en a parlé
premier chapitre. Bien sûr. Donc, ça permet aussi de pouvoir faire l'Ulpan. Ce n'est pas un montant qui permet de vivre avec, mais c'est un montant qui permet d'aider pendant la période d'Ulpan. Donc, voilà, si les gens, pas tout le monde a la possibilité de pouvoir commencer par l'Ulpan, mais si les gens l'ont, ne pas hésiter, quitte à sacrifier 5 mois et le faire, bien entendu. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? Enfin, admettons, voilà, j'ai fait 5 mois d'Ulpan. Bah, ce Yoni, voilà. Il a fait 5 mois d'Ulpan et on va dire il s'est peu investi, etc. Est-ce qu'il a l'occasion de... Enfin, est-ce que vous faites quelque chose pour lui comme une espèce d'un deuxième Ulpan? Alors, c'est une très bonne question. Alors, Yoni, même s'il a très bien travaillé ou s'il n'a pas beaucoup travaillé, il peut en effet bénéficier de faire un Ulpan supplémentaire dans le cadre en fait d'un Ulpan privé. Maintenant, pour bénéficier de recevoir l'aide du ministère de l'ALIA et de l'intégration dans un Ulpan privé, d'abord, la première chose à faire, c'est de consulter sa conseillère. Yoni, il doit consulter sa conseillère et lui dire, voilà, j'ai fini mon Ulpan des 5 mois, je pense qu'il me faut encore un Ulpan où je veux progresser, qu'est-ce que je dois faire? Donc Yoni, en fait, il faut qu'il consulte en fait sa conseillère pour savoir comment ça fonctionne. D'abord, il va chez sa conseillère, il lui dit, voilà, j'ai fini les 5 mois d'Ulpan, j'aimerais progresser encore plus, quelles sont mes possibilités? Donc à ce moment-là, elle va vérifier les possibilités, mais en effet, à l'heure actuelle, il y a une possibilité de travail, d'étudier dans un Ulpan privé, que ça soit prise en charge par le ministère de l'ALIA et de l'intégration. Mais non, ce n'est pas automatique, ce n'est pas tous les Ulpan privés. Nous travaillons avec des Ulpan privés qui sont agréés, il y a une liste d'Ulpan. Donc, si le nouvel immigrant est intéressé de faire un autre Ulpan, directement se tourner auprès de la conseillère afin de savoir les démarches à faire, quelles sont les démarches, quelles sont les listes, quels sont les Ulpan privés avec lesquels le ministère travaille, car on travaille avec les Ulpan qui sont agréés, pas avec tous les Ulpan privés, et de savoir comment la prise en charge peut être effectuée. Voilà, donc même en règle générale, voilà, si un Olé a de toute façon une question ou quoi que ce soit, voilà, de toute façon on en parlait justement dans notre podcast précédent, mais voilà, il peut s'adresser de toute façon à sa conseillère, elle peut l'aider sur plein de sujets différents. Exactement, entre autres l'Ulpan, souvent ça arrive que les gens en effet, après 5 mois, considèrent que le niveau il n'est pas suffisant et qu'ils veulent continuer. Donc à ce moment-là, pas s'arrêter là, de nouveau, c'est donc c'est pas forcément qu'en cas d'échec, enfin je veux dire, non, c'est quelqu'un aussi qui peut vraiment vouloir continuer à apprendre, etc. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc, vraiment, se tourner auprès de la conseillère, vérifier les options possibles, aussi rentrer dans notre site du ministère de l'ALIA et de l'intégration. Dans le site, il y a toute une partie donc, en français. Le Yoni peut rentrer dans le site, voilà, il a son espace droits, personnel, voilà. etc. aussi. Exactement, il peut consulter sur le site, regarder ses droits et en effet consulter la conseillère et qu'elle lui explique quelles sont les possibilités, si l'hébreu qu'il a appris pendant l'espace des 5 premiers mois ne lui suffit pas. D'accord. Voilà. D'ailleurs, petit aparté, le lien du site sera évidemment en description. Et vous parliez notamment du fait que ce soit à l'Olé de demander à sa conseillère, etc. Même pour le premier Ulpan, c'est le cas également. Exactement. Il faut qu'il fasse la demande de recevoir son bon. Pendant le premier rendez-vous, c'est ça dans lequel on parle dans notre précédent podcast d'ailleurs. Exactement. Dans le premier rendez-vous, en effet, il peut recevoir à ce moment-là, s'il souhaite commencer l'Ulpan tout de suite, et à ce moment-là, il peut demander son bon à la conseillère. C'est un bon qui est donc attitré à son nom, il remet ça à l'Ulpan et la prise en charge est totale. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'Ulpan, enfin je veux dire... en Israël, enfin je veux dire avec lesquels vous avez vos partenariats, etc. Je veux dire, c'est pas que dans une seule ville, c'est par exemple pas qu'à Ashdod ou à Netanya, enfin vous êtes quand même assez dispersés en Israël. Oui. Généralement dans chaque région, il y a un Ulpan public en effet où les nouveaux immigrants n'ont pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour étudier. Exactement. D'accord. Généralement, il y a en effet de nombreux Ulpan à travers tout Israël. Voilà, donc vraiment, ce sera le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas d'excuses. Finalement, vous avez tout fait pour nous faciliter la vie. Écoutez, Nadine, encore une fois, très clair. Hein, on a bien compris l'importance de l'Ulpan, que ce soit de par l'hébreu, mais également de par l'expérience sociale, etc. Donc voilà, en tout cas, foncez. Puis c'est évidemment pris en charge par le ministère de l'ALIA et de l'intégration. Encore une fois, merci d'être venue. Merci à toi, Nadine. Merci à toi. Et puis on se retrouve à bientôt. À bientôt, si Dieu veut. Alors nous continuons dans notre périple de l'intégration avec Tiffany,
Tiffany qui est responsable du service Préalia pour les francophones au Minal Student Team. Salut Tiffany. Bonjour Nathanaël. Alors Tiffany, qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors bonjour Nathanaël, merci de me recevoir sur ce programme du ministère de l'Aide et de l'Intégration israélien. Plaisir. Donc moi je travaille au Misrad HaKlita, au ministère de l'Aide et de l'Intégration, plus principalement au Minal Student Team, qui est le département qui s'occupe donc des jeunes étudiants qui décident d'entreprendre leurs études ou de les poursuivre en Israël. Et je m'occupe du service Préalia du Minal Student Team. Très bien. Et concrètement, qu'est-ce que fait le Minal pour les jeunes Olim Khadashim, les jeunes étudiants? Comment ça se passe? Alors, ce service, donc Préalia, a pour but d'informer les jeunes sur les conditions d'admission pour les études en Israël. Donc, ça peut être les psychométriques, les différents types d'examens que les jeunes doivent faire pour être admis en Israël et pour étudier. Et le Minal Student Team, en parallèle, octroie donc une bourse d'études pour justement permettre à ces jeunes d'entreprendre leurs études sans se soucier de l'aspect financier. Et également, le Minal propose un accompagnement social et culturel pour les jeunes en Israël. Donc concrètement, le Minal, c'est un accompagnement non pas que pendant les études, mais aussi avant. Exactement. Notre service permet à ces jeunes, qui se trouvent donc en l'occurrence encore en France, de bénéficier d'informations sur tout ce qui concerne les études et les aides du Minal Student Team. Alors, quels sont justement les services octroyés par le Minal? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc cette fameuse bourse d'études que le Minal octroie. Donc, il faut avoir évidemment fait son alia pour pouvoir en bénéficier. C'est une bourse qui s'élève à combien, juste? Alors, c'est une bourse qui s'élève à peu près à 10 000 shekels, donc le coût universitaire standard pour une licence par an, et entre 12 000 et 13 000 shekels pour un master. Donc voilà, on parle du coût universitaire standard. Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir son statut de nouvel immigrant. Il faut commencer ses études avant l'âge de 27 ans pour une licence et jusqu'à l'âge de 30 ans pour un master, et entreprendre ses études dans les 3 ans à partir de la date de la Alia, sans comprendre la période du service militaire ou national pour bénéficier de la bourse. C'est très très important. À côté de ça, comme je l'ai dit, on a un accompagnement pendant les études, donc c'est pas seulement recevoir une bourse, c'est aussi avoir une ambiance un petit peu sociale, culturelle, si on peut appeler ça comme ça, rencontrer d'autres Olim Khadashim, pour justement ne pas se sentir seul pendant les études. Alors pour la petite anecdote, j'étais moi-même à un cours de pâtisserie à 3 semaines, organisé par le Minal Student Team, très sympathique. Ouais, donc c'est vrai, et puis vous organisez tout le temps des événements, il y a un Tioul cette semaine qui s'organise. Donc oui, donc il y a un véritable suivi. Alors par rapport à la bourse d'études dont vous parliez, concrètement, c'est combien de temps? Comment ça se passe? Alors, donc j'ai parlé du coût universitaire, donc qui est à peu près 10 000 shekels pour une licence. Par an, c'est ça? Par an, voilà maintenant. Si c'est une licence de 3 ans, ce sera 3 ans d'études payées pour toutes les licences d'économie, de gestion, etc. par exemple. Pour une licence de 4 ans, par exemple, pour le domaine de l'ingénierie, ce sera 4 ans d'études payées. Le maximum que le Minal peut octroyer, c'est jusqu'à 6 ans pour les études de médecine. Donc ça, c'est pour les diplômes de licence. Pour ce qui est des diplômes de master, ce sera une bourse jusqu'à 2 ans, voire 3 ans, si la personne a besoin d'une année complémentaire. En plus de la licence? En plus. D'accord. Non, pas en plus de la licence. C'est pour un type de diplôme. D'accord. C'est ou une licence ou un master. D'accord, très bien. Et on peut par exemple faire une licence en France et venir en Israël D'accord, très bien. D'un master, tout à fait. D'accord. Donc le Minal Student Team accompagne notamment les étudiants pendant les études, etc. Et on le disait notamment avant les études. Alors concrètement, comment est-ce qu'on se prépare aux études en Israël? Quelles sont les conditions d'admission? Comment ça se passe? Alors, on conseille à chaque personne qui veut commencer ses études en Israël de, évidemment, se préparer par rapport à l'hébreu. On propose un programme qui s'appelle le programme TAKA, qui est un programme de 5 mois, où le but du programme, c'est vraiment de renforcer son hébreu académique. C'est au-dessus d'un ulpan, en fait. C'est vraiment un niveau au-dessus de l'ulpan basique, si on peut dire ça comme ça. Et ça permet de se préparer aux études. Peu importe le programme que l'étudiant choisit, ce qui est important, c'est que l'étudiant ait la base en hébreu pour commencer les études, parce que c'est vraiment la clé pour la réussite en Israël. Et c'est un programme qui est évidemment financé par vos soins. Exactement. En plus des études, on prend en charge le programme TAKA et ça permet de bénéficier de vraiment un programme complet, donc avant les études et après, pendant les études, la bourse. Alors, très bien, donc on a abordé ce qui se passe avant les études. Maintenant, une fois qu'un étudiant est dans ses études, admettons qu'il ait des difficultés, comment ça se passe? Alors, c'est une excellente question. On propose en plus de la bourse, en plus de l'accompagnement social, un soutien académique. C'est-à-dire un étudiant qui a des difficultés dans tel et tel cours, peut contacter le Minal Student Team et bénéficier de cours particuliers pour justement réussir et valider les matières où il a un petit peu de mal. De cours particuliers financés également par le Minal? En général, ce sont d'autres étudiants. D'accord.
Si admettons un étudiant, parce que le système d'éducation est assez malléable en Israël, si un étudiant par exemple veut changer de voie, etc., il ne se complaît pas forcément dans ce qu'il fait, est-ce que vous pouvez lui apporter un quelconque soutien, des quelconques renseignements sur quelle voie adopter, comment ça se passe? Oui, exactement. On a un programme, une aide en fait supplémentaire pour ceux qui ont déjà fait leur alia, c'est important de le préciser. Ce qu'on appelle en hébreu Shirut Yehoutz Ve'Erven, donc un bilan de compétences par un institut qui permet en fait de vérifier, d'évaluer les compétences de l'étudiant et justement de le diriger vers telle et telle filière d'études. Donc ça peut éviter justement de rater une première année, de repayer, etc., etc. Bien sûr. Donc ça existe en effet, Ok, donc ça, dans plusieurs langues. Très bien. Et en échange, enfin en contrepartie, je dirais, de cette bourse, il faut faire du volontariat, c'est ça? Exactement. Donc toi, tu peux parler justement de ton expérience puisque tu fais ça chez nous. Ouais. Ce qu'on appelle donc le service social communautaire, le Shahak, Shirut חברתי קהילתי, qui permet de contribuer finalement à la société israélienne et de bénéficier de la dernière partie de la bourse. Donc notamment dans le cadre de mon volontariat, donc en plus de faire toutes ces activités que je fais, on était semaine dernière au Bac Bleu Blanc avec Tiffany. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'est le Bac Bleu Blanc Alors le Bac Bleu Blanc finalement c'est un projet où 900 jeunes viennent de France pour visiter les universités, les écoles en Israël et nous rencontrer évidemment. Enfin nous on vient à leur rencontre pour leur expliquer un petit peu tous nos services, principalement ce service pré-alia puisque ça les concerne, qu'on est disponible pour en fait avoir toutes les infos sur les études, sur les conditions d'éligibilité du Minala Studentim et ça nous permet de rencontrer ces jeunes pas seulement par mail et par téléphone, mais vraiment de les voir et de leur donner toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin pour se projeter en Israël. C'est vrai que c'est important de bien se renseigner parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté de... Exactement. À côté de ça, et en fait c'est un service beaucoup ultra de personnes utile. ne connaissent pas ce service et maintenant on est un petit peu plus présent sur Facebook, etc. pour justement rendre accessibles ces infos qui sont très très importantes pour une décision d'Alia finalement. D'ailleurs, comment vous joindre Alors, on a donc un Facebook, Minala Studentim Olim. On a un site également. Alors moi, donc c'est très simple, on peut me contacter par mail, donc acfr@moia.gov.il. Bon, ce sera écrit en dessous de la vidéo. Et c'est très simple, on se parle souvent par mail, par téléphone, on peut faire des rendez-vous téléphoniques avec grand plaisir. Et vous êtes très très joignable et présent sur plein de plateformes. Donc, tout à fait. Très bien, écoutez, vous aurez les informations de Tiffany du coup en bas de la vidéo. Merci beaucoup Tiffany d'être venue. Merci à toi Nathanaël. Je tenais à remercier évidemment Nadine et Tiffany d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir éclairés avec leurs enseignements. Merci à vous, comme d'habitude, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris au moins une nouvelle chose, et si ce n'est toujours pas le cas, mais je commencerai vraiment à en douter, ce sera pour le prochain et dernier chapitre. Alors restez avec nous et dans tous les cas, suivez-nous sur Facebook, Instagram, ainsi que sur les plateformes de podcasts telles que Spotify. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, en tout cas, comme d'habitude, sur cet épisode. Et n'hésitez pas également à partager ce podcast, que ce soit avec vos familles, vos amis, vos proches, bref, toutes les personnes qui pourraient être concernées par les sujets abordés. En tout cas, nous, on se revoit dans le prochain épisode, cette fois-ci pour parler de l'armée et du service national en Israël. Allez, à la prochaine.